Rebienvenue au podcast Être un une sans frontières. Mon nom est Pierre-Luc Huot, je suis directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec. Je vous remercie encore une fois d'être curieux et de venir découvrir le podcast sur la coopération internationale. Je me suis entretenu encore une fois avec Catherine Tardy, ma co-animatrice, sur un sujet tellement passionnant et tellement intéressant, plein de fou rires, plein d'anecdotes fascinantes. Ce sujet, c'est le choc culturel. Je ne veux pas en dire trop, je vous laisse découvrir le podcast. Merci et bonne écoute. Catherine, merci d'être encore une fois assis avec moi pour parler de coopération internationale. C'est super apprécié. J'espère que ça n'a pas été trop difficile encore une fois d'accepter. Non, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, tu sais c'est quoi le thème qu'on va discuter aujourd'hui? Le choc culturel, hein? Ouais, puis j'avais vraiment hâte, moi, d'en parler parce que je pense que toutes les bonnes anecdotes qu'on a dans nos expériences de coopération tournent pas mal autour du choc culturel. Ça converge pas mal tout vers là. Puis, en fait, souvent, la première expérience du choc culturel, c'est souvent la plus déstabilisante, celle qui est souvent le plus montagne russe. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on va s'accorder juste sur notre première expérience, la première qui nous a vraiment comme marqué, puis qu'on a vraiment compris qu'on avait vécu c'est quoi le choc culturel. Ça te convient? Ouais. Parfait. Avant de commencer puis de raconter un peu nos expériences, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus du concept théorique parce que, bon, choc culturel, on en a tous déjà entendu parler. Puis avant ma première expérience, ce qu'on m'avait un peu dit sur le choc culturel, c'est tu vas voir à un moment donné, tu vas te sentir moins bien, mais stresse-toi pas avec ça, ça va passer. C'est à peu près ça qu'on m'avait mentionné par rapport au choc culturel. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Ouais. Avec toi, rapidement, c'est un peu quoi ta discussion ou ta définition, en fait, du choc culturel? Ben le choc culturel, moi aussi, les premiers voyages que j'ai faits, j'avais pas eu de formation, fait que je savais pas ce que c'était. Mais je te dirais que rapidement, si j'avais à le définir, je pense que c'est une perte de repère dans une culture qui est différente de la nôtre. Elle n'est pas obligée d'être complètement différente, mais il y a des points qui sont différents, puis on n'arrive plus à se retrouver. Et je pense que c'est là où le choc culturel peut embarquer, si soit en manque de maturité, de préparation ou... Ouais, parce que le choc culturel, il faut qu'on l'explique parce que, bon, dans tout voyage ou dans toute expérience à l'international, souvent au début, tout est fantastique, là. C'est la nouveauté, c'est l'euphorie, c'est la découverte de plein de choses nouvelles. Fait que c'est super intéressant, puis emballant au début, on est tout excités, puis tout est magnifique, puis tous les petits trucs qui nous auraient fatigués à la longue, on les voit pas, on est comme juste dans le positivisme. C'est comme un voyage. C'est ça, mais puis moi j'ai des gens dans ma famille qui voyagent énormément, puis que j'en ai parlé avec eux s'ils ont vécu des chocs culturels, mais ils en ont pas vécu parce que quand tu fais des voyages sac à dos ou tu fais le tour du monde puis tu voyages plein de places, tu es toujours dans ce mood-là d'être dans la découverte, la nouveauté, tu essaies des affaires, c'est différent de jour en jour, tu fais jamais les mêmes activités. Fait que tu le vis pas vraiment. En fait, le choc culturel, il s'installe quand la routine embarque. Ouais. Quand que là, tu as vécu ta lune de miel pendant quelques semaines, tu as compris un peu le schéma de où tu t'es installé ou de ta communauté, et là, ça devient une routine. Donc, à tous les jours, tu te lèves, tu fais ton cycle de travail. Puis moi, j'ai remarqué que un de mes façons de savoir que je suis en choc culturel, c'est au niveau de la nourriture. Moi, je suis très épicurien sur la nourriture. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux mets. Puis à chaque fois que je vais à un nouvel endroit, c'est comme « Oh, la bouffe est donc bien bonne, c'est donc bien fantastique, c'est nouveau, ça goûte bon dans la bouche. » Puis là, après, comme quelques jours, quelques semaines, que là, tu manges, puis là, les mêmes mets reviennent, t'es comme « Ouais, on dirait que les haricots avec le riz blanc, ils sont moins nouveaux, puis ils sont de moins en moins bons. » Fait que moi, la nourriture, c'est un de mes repères pour me guider à savoir c'est quand que je tombe dans mon moment un petit peu plus dépressif, où mon appréciation de mon expérience est un petit peu plus dans un creux. Ça sonne dramatique avec le tonnerre. Hein? Ça sonne dramatique avec le tonnerre en arrière, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? La nature. La nature. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment un de mes repères. Puis
Puis, bon, le choc culturel apparaît souvent après quelques semaines, puis c'est vraiment comme tu l'as mentionné, c'est une perte de repères, c'est tout le petit réconfort qu'on avait au quotidien quand on est ici, dans notre milieu au quotidien, ben on les a plus, on n'est plus capable de retrouver ces mêmes activités-là ou ce même bonheur-là qu'on avait dans ces réconforts. Bon, la famille, les amis qui sont loin, souvent les communications sont plus difficiles. Donc, tout ça mis ensemble, avec la routine qui s'installe, ça diminue l'excitation, l'euphorie, et là, on tombe dans un mode plus dépressif où on va avoir tendance à s'isoler, à être un petit peu plus maussade, à être irritable, à avoir des frustrations un peu incontrôlées ou qui ne seraient pas arrivées de façon normalement. Et là, on tombe vraiment, c'est ça, dans ce niveau-là plus bas où nos émotions on sent qu'on n'est pas au bon endroit, on se remet en question. Perte de contrôle aussi. Perte de contrôle, on veut s'isoler, on est nostalgique de notre famille. Puis là, souvent, il y a beaucoup de questionnements. Bon, qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Pourquoi je suis venue ici? Pourquoi je suis venue ici? Puis là, on est comme un peu à la croisée des chemins entre, bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je reste dans cet état-là ou j'essaie de remonter un peu la pente puis d'avoir des stratégies un peu d'adaptation pour me repositionner dans ce qu'on pourrait appeler dans un niveau d'intégration ou un niveau d'aisance biculturelle, où à la fois, on ne renie pas la personne qu'on était, on garde le bagage de valeurs qu'on a, on a un nouveau milieu où on doit s'adapter, puis on essaie de trouver une espèce de compromis entre notre culture qui nous a construit, nos valeurs, puis ce qui nous est présenté, la nouveauté, puis le nouveau contexte. Fait qu'il faut essayer de trouver un peu ce niveau-là d'aisance. Un équilibre un peu entre les deux. C'est un équilibre, absolument. Et il y a plein de stratégies qui existent. OK? Et bien, est-ce que dans tes expériences, il y en a des stratégies que tu as utilisées que tu te dis, ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, moi, quand je vis un choc culturel, à me remonter un petit peu? Bien, c'est intéressant. Tu dis que le choc arrive quelques semaines. Moi, j'ai l'impression qu'il est arrivé comme quelques mois après. Ma période découverte, lune de miel, elle dure souvent très longtemps, ou peut-être parce que j'ai une grande tolérance à l'ambiguïté puis à l'inconnu. Ça arrive quand même plus tard, où les choses qui me dérangent me dérangent assez pour que je sois en choc. Des stratégies, tu sais, je suis pas arrivée avec des stratégies, mais j'en ai développé sans m'en rendre compte. Par exemple, quand j'étais au Nicaragua, la langue, c'était un frein, puis c'était quand même un nouveau pays, puis je me suis liée d'amitié avec une enfant de 11 ans que j'aimais d'amour, là, et qui m'a beaucoup aidée avec la langue. Je me sentais pas gênée de pratiquer avec elle. Il n'y avait pas de jugement, là? Aucun jugement, puis elle me parlait beaucoup de son pays aussi, puis je posais toutes les questions qui me passaient par la tête. Puis au Sénégal, où j'ai vécu quand même un choc assez... une grande perte de repères. On va en parler plus en détail. On va en parler. Mais j'avais entendu parler... Tu connais la théorie du iceberg, là, de la culture qu'on voit un certain pourcentage, mais tout ce qui est sous l'eau, ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on comprend pas aussi, parce que ça prend du temps comprendre une culture. Là. Tout à fait. Mais il y a quelqu'un qui m'avait parlé du pingouin. Tu sais, le pingouin, c'est quelqu'un qui est capable d'aller sur la banquise, mais qui est capable aussi d'aller dans l'eau, voir ce qui se cache sous le iceberg. Donc, c'est une personne qui comprend ta réalité, mais qui peut t'expliquer la réalité du pays. Ouais. Fait que moi, je m'étais trouvé des pingouins. J'en avais un au niveau personnel, puis un au niveau professionnel, et ça m'a énormément aidée. OK. Fait que toi, tu avais une personne ici au Québec? Non, sur place. OK, sur place. Oui, des locaux, là. C'était 2 hommes, puis qui étaient capables de m'expliquer les choses et qui comprenaient ma réalité aussi. Pas nécessairement parce qu'ils avaient voyagé, mais il y avait cette ouverture-là de se dire, hey, elle est canadienne, elle a une autre réalité. Elle ne doit pas tout comprendre, ce qui se passe devant elle. Puis ils étaient capables de m'expliquer les choses, tu sais, en ayant cette conscience-là que moi, je comprenais pas tout. Fait que c'est des stratégies, ça, je pense, je te dirais. Puis j'ai réalisé que je comparais beaucoup. Puis ça, c'était une problématique. Fait que ma stratégie, ça a été beaucoup de laisser aller, de lâcher prise, puis d'arrêter de regarder avec ma lunette de Canadienne, puis de me dire, regarde, ici, c'est comme ça. Puis ça me choque, mais je le contrôle pas, ça m'appartient pas. Faut que j'apprenne à naviguer là-dedans, faut que j'apprenne à trouver ma place. Fait que ça a été beaucoup ça aussi, beaucoup de lâcher prise, là, puis de laisser aller. Ouais, moi, c'est des stratégies peut-être un petit peu plus personnelles. Moi, j'avais pas vraiment de confident ou de personnes à qui me référer, là, parce que, bon, dans le contexte qu'on va parler de mon premier choc culturel, c'est une équipe, là, donc c'est tout avec des gens qui vivent la même chose que toi. Là. Fait que tu n'as pas vraiment de personnes ressources là, à portée de la main. Moi, c'était plus des stratégies perso dans le sens où, bon, je me suis accordé des moments d'intimité avec moi-même.
OK. Donc, dans le sens où je me permettais de m'isoler, de lire un livre, d'écouter de la musique seul, même si on dormait dans un dortoir commun. Parce que tu le savais que tu vivais quelque chose qui Ouais, t'avait besoin de je recul. savais que j'avais besoin de comme respirer, puis de ventiler, puis de me recentrer un peu sur pourquoi je fais ça, pourquoi je suis ici. Puis d'autres stratégies aussi, bon, j'avais amené des objets qui me rappelaient mon chez-moi. Des fois, on n'y pense pas nécessairement, mais j'avais des objets fétiches là, que j'avais amenés. Bon, j'avais mon petit iPod avec ma musique, vraiment, là, comme une 10 tunes, là, vraiment, là, mon top 10 de tunes. Ouais, c'est ça qui me remettait un peu dedans. J'avais des bons livres, je me suis mis à écouter, je me suis mis à écouter des films aussi. Il y a un de mes collègues qui avait apporté plein de films là-bas, parce que lui, ça, c'était un réconfort qu'il avait besoin d'écouter des films. Puis je dis, je vais me mettre à écouter des films. J'ai découvert plein de films, Le Dîner de con, des films que j'avais jamais écoutés, des grands films. Puis ça aussi, ça m'a amené un réconfort parce que je me rendais pas compte, mais au Québec, j'en écoutais, de la télé puis des films, puis j'aimais ça. Fait que ça aussi, ça m'a amené un petit plus. Puis on dirait que je me suis mis aussi dans un état d'esprit où je séparais ma routine de travail au chantier versus mes moments de soirée où je pouvais m'accorder un petit peu de temps à moi. Puis c'est comme si il y avait une switch qui débarquait. Mais quand j'étais au chantier, puis on va en parler tantôt, j'étais pas la même personne. C'est intéressant ce que tu dis, mais ce que j'entends aussi, c'est que tu n'étais pas dur envers toi-même, parce que des fois, tu sais, tu as dit que tu es capable de prendre du temps pour toi puis de réfléchir. Tu aurais pu être dur envers toi et te dire pourquoi je suis pas capable de m'adapter, pourquoi je me sens pas bien, mais ça se peut, puis c'est normal, c'est juste de l'accepter. Mais aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, je suis capable de le voir. Mais comme je t'ai déjà dit, quelques années, même après avoir fait ma première expérience, j'aurais pas eu la maturité puis la compréhension de qu'est-ce que je venais de vivre. Tu sais, je n'étais pas capable de le voir, c'était comme trop près encore. Là, ça fait plus de 10 ans que ma première expérience est passée, donc je l'ai digéré comme il faut. Ça prend du recul. Ça prend beaucoup de recul pour regarder tout ça. Puis je pense aussi que de se laisser du temps entre les diverses expériences, c'est une clé à succès. Parce que, bon, il y en a qui vont se lancer dans la coopération, qui vont faire plein de projets, un à la suite de l'autre, puis ils ne se laissent jamais le temps de digérer. Puis j'ai l'impression que tu as tendance, en faisant ça, à ne pas avoir réfléchi sur qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu conserves, le avant, le pendant, le après. Puis des fois, j'ai l'impression que tu fais juste comme toujours te mettre dans un nouveau mode, dans une nouvelle réalité, puis t'accumules pas le savoir puis l'expérience en tout cas, c'est tellement des expériences intenses aussi. C'est important de laisser un peu la poussière retomber puis, comme tu dis, revenir, mais il faut le faire. C'est important d'avoir ces stratégies-là d'adaptation parce que ça peut changer complètement la façon dont tu vas vivre le reste de ton expérience. Si tu décides de faire aucune stratégie, ben, tu vas te mettre dans une espèce de phase de rejet. Fait que tu vas comme tout rejeter, la nouveauté, puis tout ce qui se présente à toi. Tu vas comme être réfractaire à tout. Puis là, ben, nécessairement, tu es toujours dans un niveau maussade d'expérience, puis tu n'apprécies pas l'expérience de la coopération internationale. Puis au contraire, tu peux te mettre dans un mode où je deviens plus romain que les Romains, puis là, tu deviens comme fanatique de l'endroit, puis là, tu renies tout ce que tu étais, puis tu deviens une nouvelle personne. Fait qu'il y a comme une espèce d'équilibre entre je veux pas être trop adapté puis devenir à 100% comme les gens locaux, mais je veux pas non plus être réfractaire à ce qu'on me présente. Fait qu'il faut essayer de trouver l'espèce de point milieu dans tout ça qui est vraiment pas facile. Oui, mais tu vois, ça me fait penser à une stratégie que j'avais au Sénégal, c'était de tenir un blog. J'avais besoin de me vider la tête puis de mettre des mots sur ce que je vivais. Puis je l'ai relu avant de faire ton podcast parce que c'est tellement loin, on dirait, dans ma tête. Puis l'équilibre, ça revenait tout le temps dans mes articles. La recherche de l'équilibre. Perte de repère, mais recherche de l'équilibre. Fait que c'est un mot important, je pense. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, j'étais pas un fan de soccer avant d'aller en République démocratique du Congo. Puis je me suis dit, regarde, c'est le sport ici. Fait que je vais m'essayer. J'ai eu l'ouverture d'esprit de me dire, moi, j'ai toujours détesté ce sport-là, mais je vais l'essayer, puis je vais essayer de m'amuser. Puis je me suis fait prendre au jeu. Je me suis, tu sais, avec des gens passionnés, des gens qui aiment ça, ben, tu finis par apprécier. Puis si tu te donnes la chance d'essayer certaines choses, tu peux faire des super belles découvertes. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que ça dérange qu'on parle de ton expérience puis du contexte de ton premier choc culturel un petit peu plus en détail? Ben non, pas du tout. Mais je t'avoue que j'ai été obligée de faire une recherche, là. J'ai même écrit à mon frère puis à une de mes très bonnes amies parce que
il y a des choses qu'on veut oublier aussi, hein, tu sais, quand on part en voyage, quand on revient en voyage, c'est pas un voyage, là, parce que quand tu pars 1 an, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Puis j'ai l'impression que les premiers séjours que j'ai faits, c'était souvent de courte durée, c'était 1 mois et demi ou 6 mois. Et je vivais pas nécessairement de choc culturel très fort, mais je vivais des gros chocs du retour. Ça, je sais qu'on va en reparler dans un autre podcast. Ouais, je pense qu'on est tous les deux des personnes qui ont beaucoup de difficultés à revenir, à se repositionner. J'ai eu beaucoup de difficultés à revenir parce que les séjours, ils m'apportaient beaucoup. C'est ce que je recherchais, puis c'est pour ça que je repartais aussi. Puis la découverte, pour moi, ça me nourrit. Fait que, tu sais, 6 mois, j'étais 6 mois en découverte. Ah ouais, mais même après 6 mois, t'avais toujours pas eu un... Ben, j'en avais des chocs, mais rien de majeur, tu sais, pour me dire « j'ai hâte de rentrer chez moi » ou des grands... Ou de remise en question, là, profonde sur ton implication. Pas en 6 mois, puis peut-être, tu sais, c'est sûr que mes premiers séjours, j'étais avec des Québécois, où j'en côtoyais. Fait que, tu sais, j'étais pas vraiment intégrée dans une culture, puis 6 mois, je trouve que c'est court. Mais c'est quand j'ai fait des mandats d'1 an, là. J'ai fait le programme de coopération volontaire, puis je pense que c'est quand je suis partie au Sénégal. C'est un programme gouvernement fédéral. Oui, ça a été autrefois avec l'ACDI, maintenant c'est le ministère... c'est Affaires mondiales Canada. C'est Affaires mondiales Canada, maintenant ça change souvent, mais c'est des programmes long terme pour des professionnels, tandis que les 6 mois, c'était le programme de stages internationaux pour la jeunesse. L'initiation, là. Oui, c'est vraiment première expérience de coopération internationale. Fait que c'est 6 mois, et c'est beaucoup de nouveau, hein, fait que tu sais, en tout cas, pour ma part... C'était quoi ton mandat au Sénégal? J'étais conseillère en gestion de projet. Puis c'était dans le milieu de l'agriculture durable. Je travaillais avec des petits producteurs dans des villages là, qui étaient regroupés en coopératives. Okay. Puis mon mandat, c'était vraiment de les aider à devenir un petit peu plus autonomes financièrement, de développer des petits projets. Fait que je pense que, tu sais, quand je relis mon blog puis que je vois ce que j'écrivais, je pense que j'étais en choc culturel. Ah ouais? Sans nécessairement le nommer, là. Mais j'ai grosse perte de repères, puis mon frère pourrait confirmer là, que je pense que c'est là qu'il a senti que j'avais le plus changé. Ton frère, c'était ta personne comme de contact quand tu étais là-bas? C'était avec lui que tu échangeais? Pas nécessairement, mais il me lisait. OK. Ouais, il lisait mon blog. J'ai beaucoup de gens de ma famille qui me lisaient pour suivre un peu ce que je vivais. Là. Absolument. Puis tu sais, j'étais dans une période de ma vie parce que j'ai travaillé beaucoup en coopération après mon stage PSIJ. J'ai travaillé à Montréal. Puis après un certain temps, j'avais envie d'un emploi peu moins précaire, avec des meilleures conditions de travail. Puis je me suis ramassée dans une grande université de Montréal avec un très bon poste. Puis là, j'ai comme frappé mon mur. Là, on dirait que j'étais dans un mode de consommation, puis il manquait beaucoup de sens dans ce que je faisais. Fait que là, j'ai eu l'appel du terrain. Puis moi, au départ, je voulais partir en Haïti. J'étais déjà allée, puis je connaissais plus cette partie-là du monde. Fait que je me disais, en Haïti, tu sais, c'est quand même safe, là. Puis on m'a proposé un mandat au Sénégal. Puis là, moi, pour vrai... Mais tu connaissais pas du tout au Sénégal, là. Non, puis j'avais des préjugés Afrique de l'Ouest, tu sais, la vision qu'on a, là, la vision mondiale, là. Fait que je savais pas où je m'en allais. Puis j'avais un peu peur, je t'avoue, là. Je suis comme tombée en bas de ma chaise quand ils m'ont proposé le poste, puis j'ai dit « OK, c'est bon, je le prends », mais j'avais aucune idée où je m'en allais. OK. Fait que déjà là, en partant, je suis comme « Oh! » Mais on avait beaucoup de formations pré-départ, là, puis je pense que ça fait toute la différence, là. Ça te prépare quand même, mais... Ben ça sensibilise, ça donne une base, ça te donne une espèce de trousse à outils, mais ça te montre, tu sais, ça te fait pas utiliser les outils. Fait qu'après, c'est à toi quand même, quand tu vis le choc culturel ou quand tu as à t'installer dans une communauté, c'est à toi de sortir ta boîte à outils puis dire, là, il faut que j'utilise mes outils parce que sinon, ça va pas bien se passer. Mais les formations sont là pour te la donner, ta boîte à outils, au moins. Oui, mais au moins pour te rassurer aussi avant de partir puis te préparer, parce que je pense qu'on a un petit travail de recherche aussi à faire, là, de savoir dans quel genre de culture on va s'insérer puis avec qui on va travailler. Puis j'avais même été en contact avec les partenaires avec qui j'allais travailler avant de partir. Fait que déjà, c'est plus facile. Puis tu sais, on était vraiment cadrés avant, pendant et après. Puis le pendant a beaucoup aidé, là. Tu sais, quand je te parlais du pingouin, ben c'était une formation qu'on avait sur le terrain avec la représentante. Fait que, tu sais, c'est important, pareil, ça. Fait. Puis comment ça s'est passé tes premiers jours, là? Quand tu débarques de l'avion au Sénégal, bon, tu t'en allais dans quelle région? T'en allais-tu en Casamance ou t'étais plus au nord? Non, j'étais à Thiès, la deuxième plus grande ville, à 70 km de la capitale. Fait que, tu sais, quand même une grande ville, puis c'est très développé. Mais comme je te dis, je partais, puis j'avais une image, là, tu sais...
de l'Afrique, là, tu sais, le grand pays d'Afrique, parce que quand on connaît pas, là, fait que j'arrive au Sénégal, puis je me dis, waouh, c'est vraiment, c'est super développé, c'est beau. Fait que dans le temps, l'aéroport était à Dakar, fait que j'ai quand même une super belle arrivée, puis je passe quelques jours pour l'intégration à l'hôtel, fait que tout se passe bien. Je pense que là où j'ai eu mon choc, c'est après un certain temps. Tu sais, quand tu t'entends la prière, l'appel à la prière, puis tu sais, tout est beau parce que tu viens d'arriver, mais après un certain temps, quand tu découvres, par exemple, c'est quoi, plus en profondeur, la vie avec l'islam, la polygamie, c'est pas partout, là, mais c'est autre chose, tu sais. J'étais là pendant le ramadan aussi, c'est beaucoup de nouveautés, puis honnêtement, on dirait que tous les pans de la culture, pour moi, étaient très différents de ce que je connaissais, là. Okay. C'est une société très collectiviste, là, tu sais, on vit en communauté, la vision du temps est pas la même que nous aussi, tu sais, nous, on voit tout de suite le point B, puis on y va, mais eux, c'est très cyclique, et c'est beaucoup la vie à court terme. Donc, il y a beaucoup de choses au quotidien, comme tu parlais de la routine tantôt, qui me frappait. La vision du temps, je dis que c'est comme une culture de tradition orale, là. C'est qu'il y a beaucoup dans le parler puis très peu dans l'écrit. Tu sais, tu vas avoir une rencontre d'1 heure, personne ne prend des notes. Ouais, on s'est Ils vont tous s'en rappeler, là. Mais ça fait aussi que c'est des bons orateurs, puis ils peuvent t'en raconter des affaires, là. Ouais, ça fait travailler la mémoire différemment. Des fois, je te dis, coudonc, je me fais-tu entourlouper, là? Il me semble qu'il me parle beaucoup, lui, là. Puis, tu as parlé de l'islam. Est-ce qu'il a fallu que tu changes certains aspects de ton tenue vestimentaire ou dans ton comportement? Ou tout était quand même assez ouvert, puis tu n'as pas eu vraiment à t'adapter sur cet aspect-là de la religion? Est-ce que tu as senti une certaine pression à des moments donnés? Ou... Non, pas de pression. Tu sais, c'est sûr que dans la formation de pré-départ, puis en même temps, c'est juste du gros bon sens. Je ne vais pas travailler en mini-short, là. Tu sais, c'est juste ça, c'est de s'habiller décemment, mais je le ferai ici aussi pour aller au travail. Fait que c'est des petites nuances, mais non, aucune adaptation. Puis tu sais, c'est l'islam, oui, qui est pratiqué en majorité, mais les gens sont très modérés, sont très ouverts, là. Il n'y a rien de radical. C'est pas l'islam qu'on s'imagine, au contraire, là. Ou l'islam qu'on nous montre. Qu'on nous montre aussi, encore une fois, tu sais, c'est toutes des images qu'on nous projette, mais pas du tout. Les femmes sont libres, les femmes sont fortes, sont belles, tu sais, c'est vraiment pas l'image qu'on a, sauf qu'il y a quand même des pratiques, tu sais. Moi, le ramadan, quand on allait travailler dans des villages, au fin fond, écoute, il faisait chaud, là, c'était pendant la période sèche, puis je voyais les gens travailler toute la journée sans manger, sans boire une goutte d'eau. Ça fesse. Ouais. Ça frappe. Puis tu sais, c'est souvent... Est-ce que tu sentais, excuse-moi, est-ce que tu sentais que tu étais obligé toi aussi de le faire puis d'être comme solidaire? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que tu avais une petite réserve quand même? Tu disais, je vais aller m'isoler pour manger? Oui, ou... ouais. Ben oui, puis par respect, tu sais, je l'aurais pas fait d'emblée, mais c'est parce que ça fait partie de mes valeurs, mais en aucun cas, ils m'ont fait sentir mal, puis j'avais voulu manger devant eux, j'aurais pu, là. Fait que, puis dans les villages aussi, c'est là où il y a encore beaucoup de polygamie, fait que, tu sais, les partenaires avec qui je travaillais, le partenaire avec qui je travaillais avait beaucoup d'hommes polygames. Fait que des fois, ils me faisaient visiter leur maison, puis voici ma première femme, voici ma deuxième femme. Fait que, tu sais, ça aussi, tu fais comme, OK, ça surprend. Fait que, tu sais, au début, c'est comme découverte, mais là, après, quand tu côtoies ça, puis tu te dis, coudonc, la femme, elle se sent comment là-dedans? Là, tu choisis, tu sais, plus tu creuses, je pense que plus c'est là que tu as ton choc. Puis, tu sais, je parle de la culture de tradition orale, ça, après un certain temps, ça me dérangeait beaucoup. Puis, encore là, moi, il y a le « Inch'Allah » là, qui me dérangeait un peu au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression, tu sais, quand je te disais, ils vivent à court terme, ils remettent dans les mains de Dieu. Fait que souvent, je disais, bon, on a une rencontre lundi à 9h. Ah oui, Inch'Allah. J'ai dit, non, c'est pas Inch'Allah, là. On a une rencontre à 9h. J'espère que vous allez être là, là. Ouais, je comprends. Mais en même temps, moi aussi, il faut que j'accepte que c'est comme ça. Fait que s'il y a personne à 9h puis que la rencontre, elle commence à 11h, c'est ça. Ouais. Ça fait à partie... moi aussi de m'adapter. Ouais. Fait que, tu sais, ça, il y a comme plein de pans de la culture qui m'ont choquée. C'est vraiment venu bousculer mes valeurs. Parce je me reconnaissais, je me retrouvais dans rien. Puis la langue aussi, hein. Parce que là-bas, c'est le Wolof. Puis le Wolof est parlé dans les ministères, dans les gouvernements. C'est la langue nationale, puis elle est très, très forte. Ils sont très chauvins, hein. Le Sénégal, là, sont fiers de leur culture, sont fiers de leur pays, de leur langue, puis ils la parlent partout. Fait que quand tu veux t'intégrer, il faut que tu l'apprennes. Mais c'est pas une langue latine, là. Ouais, c'est pas une langue basée sur le même système. C'est quelque chose à apprendre, là.
Fait que, Fait que tu étais capable quand même de te débrouiller un petit peu avec la langue? j'ai pris des cours, mais ça a pas été... Je l'ai appris par cœur. Tu sais, j'apprenais des mots par cœur, mais je l'ai appris parce que je travaillais dans un village avec des gens qui y en a qui parlaient même pas français. Là. OK. Puis je me suis dit, garde, j'ai mon effort à faire aussi, je vais l'apprendre. Puis déjà là, il y avait un contact qui se faisait. Il disait, waouh, elle parle Wolof un peu, là. Puis là, pouf, il y a des barrières qui tombaient. Fait que ça a vraiment aidé, mais... C'est une bonne stratégie d'adaptation, apprendre quelques mots pour briser certaines barrières, puis faciliter la communication avec la communauté, ça, c'est certain. Là. Ah, ça a vraiment fait une différence, là. Mais je te dis pas que je suis pas rentrée des soirs en pleurant chez moi parce que j'étais dans l'informel avec des gens qui parlaient tout en Wolof, puis moi, j'étais là, puis là, je pouvais pas suivre, là. Tu regardais un peu le nuage. Vous parlez un peu en français, je comprends rien, puis je rentrais chez moi en pleurant, tu sais. Fait que... Ah, mais ça n'a pas dû être facile. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a un peu... que je voulais qu'on revienne. Tu as parlé de justement la notion de temps, que tu sais, des fois tu planifies une rencontre à 9h, puis finalement à l'arrivée à 11h. Mais moi, je sais pas si toi tu as remarqué ça, mais nous, on est beaucoup dans une culture de justement, on met des heures, puis si on n'est pas à l'heure, on se justifie. Il faut avoir une raison. Pourquoi tu n'étais pas à l'heure? Ben, parce que j'ai eu du trafic ou peu importe. T'sais. Mais là-bas, moi, j'ai senti que, ben, dans mes expériences, puis je suis pas allé au Sénégal, mais est-ce que toi, tu as senti que c'était pas ça la culture de devoir se justifier? Non, puis des fois, ils vont même arriver avec une excuse bidon que tu te dis, ben là, voyons, je le sais que c'est pas vrai, là. Ils vont le dire comme peut-être par respect pour moi qui est une étrangère, là. Parce que tu demandes une explication. Ouais, mais non, je la demandais même pas, tu sais, où il m'appelait puis il me disait, hey, je vais être en retard, je suis pris dans le trafic, mais j'entendais ses enfants en arrière, tu sais. C'est pas grave, là. Ou il débarque à pied. Ouais. Puis encore là, tu sais, de dire la vérité comme nous, on dit, hey, excuse-moi, je suis en retard, là, vraiment, mon cadran n'a pas sonné. Tu sais, de dire la vérité comme ça, qui est un peu gênant, tu sais, ils ont une fierté, fait qu'ils vont pas nécessairement te dire c'est quoi, ils vont dire autre chose, tu sais, un mensonge blanc, là, rien de très grave. Mais non, t'as raison que c'est vraiment pas comme ici, la notion du temps, puis de la ponctualité, puis ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'adapter, nous, là. Oui, mais souvent, il y a un milieu là, entre la communauté locale et nous, puis souvent, on est capable d'arriver en discutant puis en communiquant, on est capable de trouver une façon de procéder qui convient à tout le monde. Bien, il y a des stratégies. Mettons, tu arrives à connaître les gens avec qui tu travailles, puis tu le sais que le matin, là, ben, ils vont dans les champs, puis ils sont pas disponibles. Hein. Ah, bien, il y en a beaucoup qui vont aller en forêt. Moi, en République démocratique, c'est ça. Les gens se levaient à 5 heures. Il y avait un gros gang qui se mettait à partir. Les gens allaient en forêt, cueillir des bananes, puis ils venaient au chantier à 8 heures. Bien, fait que tu mets pas tes rencontres le matin, tu t'adaptes, tu les mets en après-midi, tu les mets à un moment où c'est plus calme, puis c'est plus facile pour eux. Fait que tout est dans... Ben ça, c'est de la prise de conscience de la situation sur le terrain. Ça prend du temps avant de comprendre tout ça. Là. Tu le vois pas d'emblée quand tu arrives, puis c'est pas clair. Là, ça te prend du temps, il faut que tu poses des questions, faut que tu sois curieux. Puis tu l'as dit, ça prend du temps. Ça peut pas être demain que tu comprends, puis que tu comprends les façons de faire, puis le fonctionnement. Fait qu'il faut vraiment se donner du temps. Puis c'est ça, de pas tout comprendre aussi. Est-ce que toi, tu penses que tu as été capable d'être dans une certaine aisance à un moment donné, vers la fin de ton 1 an, ou tu sens que tu étais quand même encore en mode adaptation? Bien, pour moi, une aisance là, entre deux pays, ça prend beaucoup de temps. Parce que non, je ne peux pas dire que je comprenais tout de la culture, mais j'arrivais à naviguer, tu sais, j'arrivais à surfer, là. Ah, t'étais dans une... J'ai trouvé... T'étais dans une vague autour de ton aisance, mais des fois, c'était plus down, des fois, c'était plus high, puis tu te promenais là-dedans, mais t'étais sensiblement comme à l'aise quand même avec ce qui se passait. Tu sais, je te dis pas si j'avais fait 10 ans là-bas, j'ai fait juste 1 an. Là. C'est quand même... C'est rapide, 1 an. J'ai l'impression qu'1 an, là, le projet commençait à débloquer parce que la relation s'était tissée, la confiance était là, puis là, le mandat fini, tu sais. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est comme quand même court terme, 1 an. Fait qu'il y a de l'aisance. Regarde, tu vois, moi, j'ai jamais fait ça, des mandats d'1 an à l'international. Ça a toujours été des mandats maximum de 6 mois. Fait que pour moi, 6 mois, je trouve que c'est quand même un délai raisonnable pour se placer, tu sais. Fait que c'est relatif, hein? Mais c'est ça, c'est que la durée du séjour versus le moment où l'euphorie finit, que le choc culturel, que les stratégies embarquent, ça dépend, tu sais, d'un milieu à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre. On le vit tous de façon différente, cette espèce de montagne russe d'émotions-là. Ben, complètement. Puis ça dépend de ton âge aussi, ta maturité, où ce que tu es dans ta vie, tes expériences antérieures. Moi, j'ai connu des gens qui ont... En fait, j'ai connu peut-être 2 personnes qui ont vraiment pas eu une belle expérience sur le terrain, ils ont jamais réussi, mettons, ils ont toujours été un peu dans le rejet.
Ils ont vécu le choc culturel puis sont restés down pendant 4 mois. Là. C'est long, 4 mois, quand tu es juste dans le négatif puis que tu as le goût de t'isoler. Ouais. Il y en a qui ont été obligés de revenir aussi. Parce que rapidement, il y a tellement eu de... La nouveauté pour eux, ça ne fonctionnait pas. Ils étaient trop réfractaires à apprendre ce qui arrivait. Ils se sont mis dans un mode rejet complètement, puis ils ont été obligés de rentrer après quelques semaines. Il y en a beaucoup qui sont rapatriés parce qu'ils ne sont pas capables de surmonter l'étape du choc, là, justement. Puis c'est correct aussi, ça se peut que ça ne soit pas fait pour toi. Puis il y a toujours possibilité d'être rapatrié. Là. Il n'y a personne qui nous force à faire ça non plus, c'est pas de la torture. Là. Non, absolument. Puis même il y a des gens qui arrivent sur place, ils passent une journée, ils font comme non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je rentre. Il faut apprendre à se respecter aussi, là. Oui, mais moi, je me dis à quelque part, si ça arrive, ça, c'est parce que tu n'étais vraiment pas préparé. Là. Ouais. Tu étais complètement inconscient de où tu t'en allais. Oui, mais des fois, ça peut être fort. Ça peut vraiment être fort. Puis, tu sais, quand tu es dans un pays aussi où la culture est très présente, très forte, puis les gens sont très démonstratifs aussi, il y en a qui, soit, comme tu disais tantôt, ils deviennent un peu comme les gens du pays hôte, là, qui vont s'habiller, se coiffer comme eux, puis là, ils changent du tout au tout, puis c'est pas nécessairement mieux non plus que le rejet, tu sais, c'est comme juste une façon de vivre ton choc. Fait que, tu sais, quand on revient à l'équilibre, puis à se respecter aussi, je me suis dit, bon, mais OK, ici, les valeurs comme ça sont tellement fortes, mais là, moi, là, je suis pas comme ça. Moi, je viens de là, c'est ça mon histoire, puis je t'avouerais que c'est dans ce voyage-là où que j'ai le plus parlé de mon pays, puis j'ai parlé du Québec aussi, puis j'étais là, mon Dieu, je connais mon histoire finalement, puis j'en parle, puis ça me faisait du bien aussi, parce que ça me permettait de me rappeler, moi, j'ai un bagage différent. Mais est-ce que tu ressentais de la gêne à parler de certains trucs, du genre, moi, je gagne tant par année, ou j'ai une auto, ou on vit dans telles conditions, ou nous, le samedi soir, on va au cinéma. T'sais, est-ce que tu avais des fois de la gêne en comparant un petit peu la réalité sur le terrain? Puis, Non, parce que les gens étaient curieux de savoir d'où je viens, là. Puis il y avait beaucoup de préjugés aussi, fait que ça me faisait plaisir d'expliquer c'est quoi la réalité, parce qu'ils pensent que, mon Dieu, on est donc bien riche, puis que notre pays est parfait, puis... tu sais, plein de préjugés aussi, tu sais, on en a toutes, hein? Ah, ben oui, autant c'est juste des deux nous, côtés. Là, c'est des deux côtés, fait que ça me faisait plaisir, moi, de parler de mon pays, de parler de mon histoire, parler de la colonisation, tu sais, de tout ça, là. Ouais, puis ça s'explique de dire, oui, OK, je gagne tel salaire, mais nous, acheter une banane, ça coûte tant. Toi, ici, elle est gratuite. Aller à l'école, nous, aller à l'université, ça coûte ça. Acheter une voiture, ça coûte ça. Ici, toi, c'est pas ça le coût. Tu sais, d'expliquer cette différence-là, ça permet de justement peut-être enlever la gêne qu'on peut avoir à dire « Ah, moi, je vis dans une maison, on a 2 voitures. » Puis quand tu expliques les choses, les gens comprennent aussi. Fait que je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, puis tout le monde apprend, tu sais, ça crée vraiment des ponts des deux côtés, là. Fait que... c'est ça la bilatéralité dans la coopération, c'est que il ne faut pas être en mode, quand on fait de la coopération, où on va faire une intervention puis qu'il n'y a pas d'échange. C'est ça la beauté de faire de la coopération, c'est cet échange-là puis cet apprentissage mutuel qu'on a. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on parle dans un autre podcast, là, de se dire, qu'est-ce que toi, tu as appris là-bas puis que tu dis, hey, on devrait tellement faire ça ici au Québec. Là. On va en parler, là. Mais tu as dit aussi quelque chose que c'est pas mieux d'être dans le rejet que d'être dans, justement, le fanatisme, là, d'être comme... Je me mets à m'habiller comme les gens locaux et tout. Puis moi, c'était là-dedans. Là. Si je peux rappeler un petit peu le contexte de ma première expérience, en fait, je l'ai mentionné dans le premier épisode, mais j'ai fait partie d'un club étudiant de l'École de technologie supérieure qui s'appelle le PRICI, donc le programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale. Et ça fait des années que ce programme-là est en place. Je pense que ça fait 26-27 ans. Là, donc, il y en a des équipes qui ont parti à tous les ans. Il y a une équipe qui part. T'sais. Moi, j'ai fait partie d'une édition en 2009, en pleine crise financière. Super. C'était très difficile d'amasser des sous pour le projet. Là. On avait eu beaucoup de difficultés. Puis une chance qu'on avait eu des très grands mécènes là, qui avaient été très généreux là, à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour nous aider à financer le projet parce qu'on ne serait pas arrivé là, avec le contexte économique qu'il y avait à cette époque-là. Et ce club étudiant-là, c'est très basé sur l'expérience des anciens qui font du mentorat auprès des plus jeunes. Donc, c'est beaucoup basé sur les dernières équipes qui ont fait des projets, qui font une espèce de transfert de connaissances vers la nouvelle équipe, puis l'équipe part. Mais ce transfert de connaissances-là se fait pas via des gens que ça fait 10 ans qui ont fait de la coopération.
C'est des gens qui reviennent de leur événement de coopération, donc sont encore tous dans l'excitation d'avoir vécu ça, puis sont prêts à repartir le lendemain matin. Ils n'ont pas nécessairement une grande expérience, là. Non, c'est ça. Ils en ont une certaine, ils en ont vécu une très belle, parce qu'ils ont vécu une première expérience initiative. Mais c'est des gens qui n'ont pas nécessairement digéré. On parlait de digestion là, de ces expériences-là tantôt. C'est pas des gens qui ont digéré encore leur expérience. Fait que des fois, tu peux avoir des trucs très différents d'une personne à l'autre. Tu parles avec un ancien, avec un autre ancien, puis tu vas avoir deux discours complètement différents. Donc, des fois, c'est difficile un peu de se positionner. Bref, moi, je sais pas, je l'ai déjà mentionné, mais je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Est-ce que tu connaissais ta destination? C'est nous qui la choisissons. Dans le cadre du club étudiant. Okay. Nous, dans notre équipe, en fait, on était 6 au départ. Il y a 2 personnes qui nous ont quittés en chemin. On était 4 à la fin. Et dans l'équipe de notre cohorte, il y a un Congolais d'origine qui s'appelle Francis, qui a déménagé au Québec à l'âge de 16 ans. Et dans un de nos dizaines de projets qu'on a sur la table, il y a un projet en République démocratique du Congo. Okay. Et au final, lui, il ne voulait pas qu'on ait là nécessairement parce que bon, il ne voulait pas prioriser sa patrie natale. Il voulait laisser un peu la chance à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Mm-hmm. Mais ça a donné que dans nos critères de sélection, la manière dont on avait construit notre grille, c'est ce projet-là qu'on a décidé de choisir. OK. Puis toi, ça te disait quoi, là, de partir comme ça? Moi, écoute, j'avais pas pris l'avion. Je ne savais pas de pantoute, c'est quoi. Tu n'avais jamais pris l'avion? Non, jamais. Puis tu t'en allais en Afrique? Je m'en allais en République démocratique du Congo, qui n'est pas considéré comme le pays le plus facile. C'est pas l'endroit où, politiquement parlant, c'est le plus stable. C'est pas l'endroit où nécessairement, bon, oui, il y a le français qui est quand même parlé beaucoup par la jeune population, mais c'est beaucoup Lingala, le Swahili. Mais on connaît très peu de la RDC, là, honnêtement. Ouais, c'est hyper vaste, la RDC. On n'entend pas parler. Là. Si tu regardes l'Afrique, là, la RDC en plein centre, là, c'est immense. Là. C'est un très grand territoire. Puis du Kivu au Congo central, c'est 2 univers. Ouais. Puis il n'y a même pas de route. Là. Si tu veux passer du Kivu au... faut que tu prennes le bateau ou l'avion, puis il y a des routes, mais ça va te prendre 2 mois. Là. D'ailleurs, les routes infernales les plus spectaculaires sont pas mal en République démocratique du Congo. On s'en reparlera, j'en ai vu quelques-unes aussi. Fait que moi, je m'en vais là, je sais pas du tout dans quoi. J'ai jamais pris l'avion, fait que tout le processus, il est comme un peu stressant, là, parce que là, bon... Et t'es jamais sorti de l'Amérique, là? Ben, je suis allé dans le Maine, là, je suis allé à Toronto, mais tu sais... T'es resté sur ton continent. Oui. Je me suis pas dépaysé. Fait que je sais pas c'est quoi le dépaysement. Wow, tu t'en vas pas un petit voyage à Cancun là, pour la première fois? Non, pas du tout. J'avais même pas été à Cancun. J'étais allé faire après, mais tu sais, à cette époque-là, j'étais même pas allé. Fait que là, débarque en République démocratique du Congo, et en 2009, c'est pas l'aéroport qu'il y a aujourd'hui. C'est l'ancien aéroport qui a été rénové, je pense, aux alentours de 2014-2015, mais sous toute réserve. Fait que moi, j'ai connu l'ancien aéroport où tu débarquais sur le tarmac de l'avion, tu avais des militaires à gauche, à droite, à l'infini, qui te dressaient le chemin où tu allais vers le bureau pour t'enregistrer. Tu arrives à la douane. Bon, là, c'est que des gens congolais. Tu es 3 blancs qui débarquent là. Tout le monde te regarde, tout le monde te... Vous étiez 3? On était seulement 3 blancs et Francis qui est noir, qui est congolais. Donc, on était 4, mais Francis a été un super bon guide dans cette étape-là parce que lui, il connaissait le processus là, de cet aéroport-là. Puis, il nous disait tout quoi faire, fais ci, fais ça, fais pas ça. Elle fait juste donner le papier, dis pas un mot. Tu sais, il connaissait le processus puis il savait les trucs. Là. Mais ça, c'est pratique de faire des étapes importantes avec des gens qui viennent de la place. C'est une stratégie pour vrai, là. Oui, bien, en fait, c'est parce que on est chanceux parce que... Ça a donné de même. Ça a donné comme ça. Puis probablement que, tu sais, souvent, quand il y a quelqu'un souvent qui vient te chercher à l'aéroport pour t'accueillir, mais il peut pas rentrer jusqu'à l'avion, là, tu sais, il peut pas t'accompagner dans le processus d'enregistrement, puis les visas, tout le check-up, là, en arrivant sur place. Puis comment c'était fait, c'est qu'on arrivait à un bureau de poste, puis là, c'est un bureau douanier, on donne nos papiers, et la personne, bon, comme, je veux pas généraliser, là, mais c'est pas les personnes les plus commodes, là, les douaniers, à l'habitude, sont quand même assez très frontal, là, très direct. Et bon, il y a 2 militaires de chaque côté de la personne. Prends nos papiers, regarde ça, fais des scans, fais des copies, bon, mets des tampons, montre aux militaires de gauche nos passeports, nos visas, montre aux militaires de droite. Puis là, ils sont comme, tu sais, OK, c'est beau, tu peux y aller, tu sais. Là, t'es comme, OK, mon Dieu, c'est l'armée qui contrôle ici, c'est l'entrée. C'est épeurant comme arrivé, là. Ouais, mais là, t'as peu. Le pire s'en vient. Là, on n'a pas encore nos bagages. On a juste passé la douane pour rentrer. Et
à cette époque, l'aéroport, l'endroit où les bagages arrivaient, tout le monde y avait accès. Fait que tout le monde pouvait entrer dans cette pièce-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et là, tu passais 2 immenses grandes portes en bois, et là, tu arrivais dans une mer de gens. Et il y avait 2 trous dans un mur avec un ancien convoi de bagages. Et il y avait des gens de l'aéroport là, avec une petite corde pour dire qu'on travaille ici et qui sortaient les bagages un à un, qui criaient le numéro du bagage. Puis là, avec ton coupon, tu attendais, puis tu allais chercher, tu te faufilais au travers du monde, puis là, tu allais chercher ton bagage. Mais là, il y a full bruit, tu n'entends rien, tu essaies de te rapprocher, les gens ne te laissent pas passer. Puis là, Francis, il nous dit, là, vous pognez vos bagages, puis il n'y a pas personne qui y touche, vous les tenez fort. Là, t'es comme, OK, c'est bon. Hey, toi, t'as jamais voyagé, on peut-tu le rappeler, là? J'ai jamais voyagé. Fait que là, je finis par avoir mes 2 sacs. Et effectivement, pendant tout le moment où on a parti de le convoi à bagages jusqu'à la sortie, plein de monde nous accroche. « Ah, viens, je vais t'aider, prends-moi tes bagages, je vais t'aider à les transporter. » Puis là, c'est lourd, là. T'as un gros sac à dos, on avait un coffre à outils qu'on amenait avec. C'est super lourd. Fait que là, on est là, puis là, on marche à la queue, là, on a l'air de Francis, un peu tout attaché, main dans la main, on s'en va, on sort. Ah, c'était épouvantable, puis arrive dehors, c'est la nuit. OK, vous êtes arrivé la nuit. On est arrivé la nuit. C'est important de le préciser, ça on aussi, arrive le la moment nuit. où on arrive. On arrive la nuit, il y a quelqu'un de la fondation avec qui on travaillait, la fondation BDA, qui nous accueille. On fait les présentations, on est comme, OK, là, on souffle un petit peu, puis là, on part en Jeep. Et, bagage dans le coffre, on embarque, et là, on prend les routes pour se diriger vers l'endroit où on s'en va dormir les premières nuits, pour un peu se positionner à Kinshasa, puis faire aller à l'ambassade, aller s'enregistrer, faire la petite paperasse des premiers jours. Et sur ce chemin-là, j'ai l'impression de débarquer dans Blood Diamond. Là, il fait noir, il y a des feux partout, ça crie. Là, je suis super paniqué parce que les fenêtres de l'auto sont ouvertes et on est dans le trafic. Donc, les gens, ils passent proche, ils se mettent la tête dans l'auto, ils voient qu'il y a des... Tu sais, vraiment, là, je suis pas bien. Mais tu dis qu'il y a des feux, c'est des gens qui brûlent des poubelles ou c'est... Exact, okay. C'est ça. Pratique qu'on ne connaît pas, mais qui est quand même assez répandue. Pratique qu'on ne connaît pas, qui est très répandue, mais... Tu as l'impression de voir juste ça dans un film, tu sais. Puis là, tu es là comme, OK, non, là, c'est la réalité, là, ça se passe pour vrai. Il n'y a pas d'électricité. Fait important, l'aéroport fonctionnait sur génératrice. Il n'y avait pas d'électricité nulle part dans la ville. C'était les feux qui éclairaient tout. C'est dans quelle ville? C'est à Kinshasa. Mais c'est que cette journée-là, il n'y avait pas d'électricité. Okay, habituellement, il y en a, mais cette journée-là, pas d'électricité du tout. On finit par se rendre à l'auberge où on va dormir. Je peux enfin m'installer dans mon lit, puis tu sais, il est rendu tard la nuit, il doit être rendu 1h du matin. Je m'assis dans mon lit, puis là, je me revois encore faire comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis genre, comme pas réaliser là, que tout ce que je viens de vivre, mais quelqu'un qui est habitué de le faire, ça va. Tu sais, il s'attend à ça, mais quand tu sais pas du tout que c'est ça le contexte, t'es comme, OK, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on t'avait préparé à ça? Non, pas du tout. Non. Francis nous en avait parlé un petit peu de comment ça se passait à l'aéroport. Mais ça aurait pu être un gros choc qui me dise que le lendemain, je prends un billet d'avion et je retourne chez moi. Assez fort. Assez fort. Oh, okay. Dans tous les voyages que j'ai faits, il n'y a aucune autre expérience qui était plus stressante puis autant intense que ce moment-là quand je suis arrivé. J'imagine en plus que tu n'as jamais voyagé dans... aucune expérience comme ça. Je me revois arriver en Haïti, il y a des choses que tu racontes qui me rappellent ça. Les bagages jetés dans une grosse pile, puis il faut que tu ailles fouiller pour les retrouver. Mais quand tu l'as vécu une fois, on dirait que ça te choque moins. C'est pas... Tu te dis, ça va être comme ça. Mais quand tu t'en attends pas du tout, c'est quand même frappant. Puis une panne de courant, t'arrives un aéroport qui fonctionne sous génératrice, c'est assez impressionnant. Mais après, tu te rends compte que les pannes de courant, c'est assez fréquent aussi. C'est ça devient banal. Mais sur le coup, t'es comme, OK. C'est une sacrée arrivée. Où suis-je, là? Moi, c'est tout qu'un baptême. Tout qu'un baptême de débarquer en RDC. Mais les jours d'après ont été relativement calmes. Ça s'est bien passé à Kinshasa. Puis on a fini par se déplacer vers la communauté d'accueil qui était au Congo central, un petit peu plus au sud-ouest, donc dans le coin de Matadi, Boma, 2 villes qui sont portuaires. On était à peu près à
peut-être 6 heures de route de la côte de l'Atlantique. Donc, on était vraiment dans une région super tranquille. On était quand même assez dans la jungle. On était dans une réserve, en fait, la réserve de Luki, qui est vraiment protégée, là. Je pense qu'il est protégé par le patrimoine de l'UNESCO. Fait que c'est vraiment une zone très sécuritaire, très tranquille. C'est juste l'arrivée à Kinshasa qui a été vraiment... impressionnante. Oui, impressionnante. Mais c'est important de dire qu'on ne nous envoie jamais dans des projets dans des zones à risque. Là. C'est toujours évalué, là, les niveaux de sécurité. Absolument. Jamais Il n'y avait aucun danger dans tout ça. Il fallait juste comprendre que c'était ça la dynamique. Ouais. C'était quoi la stratégie pour passer au travers de ça. C'est ça. T'sais? Fait que, bon, on finit par arriver dans la communauté. Et pour revenir un petit peu au choc culturel, moi, ça a pris peut-être, très rapidement, peut-être en l'espace de 2-3 semaines, je me suis mis vraiment en mode mimétisme. OK. Tu as vécu ton choc après 2 ou 3 semaines? Oui, environ. Okay. C'est là où est-ce que là, j'ai fait, OK, là, la routine s'est installée, le chantier est commencé, on fait la gestion du projet, bon, les chantiers financent, les employés sont engagés, tout le chantier commence. Et là, moi, il y a plein de tâches que je ne suis pas capable de faire physiquement. Je peux le faire à court terme, mais je ne peux pas travailler 8 heures. Je ne suis pas capable de travailler 8 heures à transporter des immenses moellons puis faire du béton, brasser à la main. Fait que je le fais à l'occasion, quelques temps, mais le reste du temps, je me dis, je vais jaser avec les gens sur place. On va parler, puis on va échanger. Puis rapidement, j'ai voulu me lier d'amitié avec des gens là-bas. Donc, surtout les plus jeunes, parce que les gens qui travaillaient sur le chantier avaient entre 16 et peut-être 50 ans, mais il y en avait beaucoup de 16 à comme 22. Okay. Les plus jeunes parlaient presque tous très, très bien français. Mais les plus vieux, c'était Lingala seulement. Okay. Donc, c'était difficile d'entrer en relation avec eux. Francis était capable de le faire parce que... Puis lui, c'est particulier parce que lui, il n'a pas vécu sa coopération pas de la même façon du tout parce que lui, il retournait dans son pays natif. Là. Mais nous, c'est ça. Donc, on a essayé de rentrer plus en relation avec les plus jeunes. Je pense que je suis celui des 4 qui a peut-être été le plus rapidement comme un peu ami avec certains employés, puis qui a commencé à vouloir comme faire des trucs le soir avec ces gens-là. Toi, tu as eu le désir rapidement de t'intégrer. Vraiment, vraiment. Je suis de nature quand même assez sociale, puis je voulais aller rapidement vers les gens. Moi, c'était ça mon objectif, c'était d'aller parler aux gens le plus tôt possible, puis d'essayer de... Puis quand est-ce que le mimétisme est arrivé? Le mimétisme est arrivé très tôt. Je me souviens même encore du moment où j'ai senti que je me suis mis à imiter. Dans les premiers jours, il fallait aller cueillir du sable à la rivière. Cueillir du sable à la rivière. Donc, on pelletait le sable à même la rivière, puis on le faisait... on entendait que l'eau s'écoule, puis c'est le sable qu'on utilisait, du sable très, très fin pour le mélange à béton. Et je me rappelle être avec eux, puis m'installer dans la rivière, puis me mettre à pelleter avec eux, puis à essayer de jaser. Puis là, je vois que tout le monde est nu-pied, puis je fais comme, moi aussi, je vais mettre nu-pied. Puis là, ils font comme, non, mets-toi pas nu-pied, il y a plein de chics ici. Là, je suis comme, c'est quoi ça, des chics? C'est des petits parasites, là, tu sais, qui rentrent en dessous de la peau, puis puis eux sont habitués. Eux sont habitués. Puis moi, je suis comme, non, pas de problème, moi, je vais faire comme vous. Puis là, c'est l'heure du dîner. Puis là, moi, au lieu de rentrer, je fais comme, non, vous avez mis du manioc là, sur le feu. Je vais manger avec vous autres, on va manger du manioc. Puis tu sais, là, rapidement, là, je voyais que je voulais tout faire comme eux. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment rapide là, à me mettre dans ce mode-là. Puis j'ai traîné ça longtemps. En fait, j'ai traîné ça pas mal toute mon expérience. Je me suis mis à prendre de l'alcool beaucoup le soir parce que à tous les soirs ou presque, j'allais au village. Puis on s'installait, quand la génératrice fonctionnait, on prenait de l'alcool, on fumait des cigarettes. Je n'avais jamais fumé de ma vie. T'sais. Je me suis mis à fumer là-bas, à boire beaucoup, boire fréquemment, je vais dire. Là, je prenais pas de l'alcool de façon excessive, mais 1 ou 2 verres à tous les soirs. Ça te rassurait, en fait, de faire comme eux? J'avais l'impression d'être dans la gang. J'avais l'impression d'embarquer dans leur univers. Mais ils faisaient pas ça quand j'étais pas là, mais là, c'était comme devenu notre univers à nous, puis j'avais l'impression de rapidement comme m'embarquer, c'est ça, dans leur communauté. Okay. Puis ton séjour, c'était 4 mois. C'était 4 mois. Tu as fait ça à peu près pendant 4 mois? J'ai fait ça pendant 4 mois. Très rapidement, on s'est mis à faire ça. Okay. Moi et Francis. C'est ça, me mettre à fumer. Aussi, au niveau de la nourriture, j'ai arrêté de déjeuner le matin parce que j'ai appris qu'eux, sur le chantier, ils ne déjeunaient pas avant de venir travailler. Après ça, j'ai des fois ma douche. Je me disais, je vais pas prendre de douche, je vais aller me laver à la rivière avec les gens là-bas parce qu'eux, c'est ce qu'ils faisaient après le travail.
Plein de choses de ce type-là. Je voulais vraiment comme me transformer puis devenir un peu dans le même mode de vie qu'eux avaient là-bas. Puis vous étiez 4 dans votre équipe. Ouais. Est-ce que les 4 ont fait ça? Ben non, peut-être non, pas. Non, pas à la même... non, clairement pas. Émilie et Adrien ont été dans un mode un petit peu plus... justement, ils se retrouvaient plus ensemble. Moi, j'étais plus avec Francis. Qui, lui, c'est un mode de vie qu'il connaissait bien quand même. Là, il a grandi là-bas. Fait que pour lui... j'étais comme son acolyte qui se remettait un peu dans le mode de vie à la congolaise. Et c'est ça, donc nourriture, l'hygiène, l'alcool, la cigarette, je me suis mis à faire tout ça. Des fois, les gens ne mangeaient pas sur l'heure du dîner. Je dis, je vais rester avec vous, je ne vais pas manger. Okay. J'avais faim. T'avais faim, mais dirais-tu que c'est ta façon de vivre le choc, ça? Ça a été ta façon de... Oui, c'est une réaction au choc. C'est une réaction. Oui, puis tu sais, au courant de mon expérience là-bas, moi, je suis étudiant encore à l'université à l'ETS, donc il faut que je m'inscrive pour mes cours de la session d'après, puis je suis en stage, fait que j'ai un rapport de stage à faire à la mi-stage, un rapport de stage à la fin. Moi, j'avais déconnecté. Là. Je savais que les dates d'inscription pour la session d'après arrivaient. J'ai passé tout douette. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. J'ai jamais été en retard. Hey, ça a frappé fort. Ah oui, j'ai pas fait ça à temps. Mon rapport de stage, je dois l'avoir remis comme 3 semaines en retard à la mi-stage. Tu sais, j'étais plus moi. J'étais plus le petit garçon rangé, ordonné, tu t'es transformé studieux. En l'autre. Puis je suis pas devenu une mauvaise personne. J'avais comme juste décidé que ma vie au Québec était sur pause. Mm-hmm. J'ai pesé sur pause, je suis allé vivre une expérience, puis je reverrai quand je vais revenir, je vais repaiser sur play. Okay. Tu comprends? Ouais. Fait que tout ce que j'avais à faire par rapport au Québec, des fois, tu sais, avec mes parents, c'est entendu, on va se parler toutes les semaines, on va descendre à Boma, on va aller voir dans les petits cafés, on va s'écrire des courriels, si on peut. À l'époque, il y avait pas, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, là. Il y a 10 ans, la technologie, c'était pas ça, là. Fait que c'était plus difficile, on parlait par Messenger, tu sais, c'était MSN, là. À cette époque-là, on chattait, puis on essayait des fois de faire des appels téléphoniques avec ça, mais ça marchait pas, là, le réseau était pas assez stable. Puis même des fois que je me disais, ça vaut pas la peine d'aller parler à mes parents, je vais skipper une semaine. Fait que toi, t'étais zéro dans l'équilibre. T'étais vraiment dans l'extrême. Puis t'étais pas dans le rejet, t'étais dans le... C'était trop, là. Oui, absolument. Puis j'avais quelques personnes avec qui j'échangeais ici au Québec, mais tu sais, même des bons amis, il n'y avait pas de nouvelles de moi, là. Okay. Ou presque pas. On tenait un blog, bien sûr, à toutes les semaines pour informer nos commanditaires puis nos familles, mais c'était pas mal le canal de communication, c'était le blog, alors que j'aurais pu appeler beaucoup plus souvent. Ouais. Y a-tu un moment où tu t'es dit, voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire, là, où ça a duré 4 mois, puis t'es revenu ici avec comme ça, là? Ça a vraiment... Moi, j'étais convaincu, en fait, que je retournais en République démocratique du Congo très rapidement. Moi, là-bas, dans mon dernier mois, là, je me trouvais une raison pour revenir en RDC. Je savais que j'allais rentrer, mais je me cherchais une raison pour revenir en RDC. Okay. Moi, j'étais convaincu que 4 mois après, je faisais une session, puis je me faisais un autre stage, puis après ça, je m'en allais. Je retournais faire un stage en RDC. Pour toi, ton bonheur, il était là-bas? Oui, il était devenu simplement en RDC. Okay. Il n'y avait plus rien d'intéressant au Québec. Mais est-ce que tu as commencé à vivre comme ça parce que ça te plaisait, ou c'est vraiment une réaction que tu n'as pas contrôlée? Je pense que j'y trouvais un certain réconfort, mais c'était pas contrôlé. Non, c'est pas volontaire. Ça te plaisait pas nécessairement de ne pas manger le matin. Non. Puis, mais je sentais que je devais faire ça. Okay. C'était comme une obligation. Je devais me mettre dans ce mode-là. Puis, tu sais, vers la fin du séjour, on est allé à Mwanda, là, qui est une ville côtière. Là, puis on est allé là peut-être 4-5 fois pendant notre séjour, pendant les fins de semaine pour relaxer puis se détendre à la plage, sur le bord de l'océan, quoi de mieux. Puis je me souviens que dans le dernier mois, on avait rencontré un Belge là-bas qui développait le tourisme à Mwanda, parce que c'est vraiment une super belle place, là. Puis il y a énormément de villas belges abandonnées, qui sont comme délaissées. Et là, on se met à jaser avec lui, il nous en fait visiter quelques-unes. Tu voulais en acheter une? Absolument. Okay. 5 000 $ US. Et là, j'étais en train de regarder comment est-ce que j'allais faire pour m'acheter la villa sur le bord de l'océan de l'Atlantique. Hey, c'est un choc vraiment puissant, hein, que tu étais dedans, tu t'en rendais...
Non. T'étais plus... On a passé proche, là, moi et Francis, pour vrai, de s'acheter une villa à Moanda. Sérieux? Ah oui, on s'informait, OK, y a-t-il des endroits où on peut creuser pour des puits? L'électricité se rend-tu? C'est quoi le processus pour acheter réellement? On était rendu loin dans notre, Puis dans là, notre délire. Là. tu l'as clairement pas acheté. Non, mais non. Heureusement. Heureusement, tu sais, mais tu sais, ça c'est allé jusque-là. Mais dans le c'est sens puissant, le choc culturel. Là. Tu sais, t'es oui. comme l'exemple vivant. Là. Peut-être que moi, mon choc, il a l'air un peu moins Ouais. fort, mais c'est puissant, ce que ça peut faire. Effectivement, c'est quand même Ouais. assez puissant. Puis, tu sais, ce moment-là, à la fin, où j'étais convaincu que je revenais, tu sais, en fait, même à la fin, j'étais censé partir au Kenya avec Émilie et Adrien pour faire un safari. Parce que en Afrique, il y a plein de beaux safaris un peu partout. On va aller au Kenya, on va les visiter. Oui, écoute, moi, j'ai l'Afrique, fait... c'est les safaris. Hein? Ben, il y a juste ça à faire en Afrique. Ouais, ce grand pays. Puis, j'étais censé aller au Kenya avec eux. J'ai dit non, moi, je reste à Moanda. Je me reste à Moanda, puis je reste à Loki. Moi, c'est ici que je suis bien. J'abandonne mon désir de voyager puis d'aller. Je vais rester un petit peu plus longtemps, puis je reste ici avec les locaux. Je vais me reposer. Je vais amener... Il y a certains locaux avec qui on s'entend bien. Venez avec nous à Moanda. On va aller faire un trip sur le bord de la plage. Je reste ici. Parce que j'étais convaincu que c'était mon avenir, la RDC. OK. Mon Dieu, c'est vraiment fort. Puis, tu sais, est-ce qu'il y avait une entité qui vous encadrait pendant que vous étiez là-bas, de s'assurer que votre état psychologique était bon aussi? Puis, Ben, il y avait la fondation avec laquelle on travaillait, pour qui on faisait le projet. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'était un centre de conditionnement pour plantes médicinales. C'est un super beau projet qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est un centre ça a été le premier centre en République démocratique du Congo qui a servi de prototype après puis qui a été répliqué à plein d'endroits en RDC. Qui visait en fait à prendre, parce qu'en RDC, c'est super riche en plantes médicinales. Tu sais, tout le monde connaît l'usage des plantes. Bon, la moringa, puis il y en a plein. Là. Mais ce pays-là est d'une richesse oui, absolument. incroyable. Mais ce pays-là ne participe pas au commerce international des plantes médicinales, alors qu'ils ont tout là, pour le faire. Fait que le projet visait à développer ça en particulier, puis ça fonctionne bien. Là. C'est quelque chose qui est encore viable aujourd'hui. Fait que la fondation avec laquelle on travaillait avait quand même des gens... Pour nous aider, puis il y a des gens qui ne vivaient pas toujours avec nous, mais qui étaient à Kinshasa, qui travaillaient, puis on avait quand même un support là, de ce partenaire local-là. Okay. Mais clairement, on n'avait pas eu de formation. Là. Ils nous laissaient quand même vivre l'expérience, puis ça semblait quand même bien aller. De l'extérieur, j'avais l'air du gars super intégré, super aisé, en parfait contrôle de ses émotions. Mais c'était pas le cas, là. C'était exagéré, là, la réaction que j'ai eue. Là. C'était vraiment très forte, ta réaction. Oui, c'était très, très forte. Là. Ouais. Puis c'est une des raisons pourquoi mes parents m'ont pas reconnu quand je suis revenu. Puis ça a été difficile, tu sais. Parce que j'ai l'impression que quand tu es très dans le fanatisme, quand tu reviens, le choc est terrible, là, parce que là, tu revis un autre choc culturel beaucoup plus intense. Ouais. Alors que quand tu as trouvé une espèce d'aisance, probablement que le choc du retour est quand même plus doux. J'imagine. Le choc du retour est intéressant aussi. C'est intéressant d'en parler parce qu'on pense qu'on revient chez nous puis tout va bien. C'est important. Ça va être important d'en parler aussi. Oui, absolument. C'est sûr. Je te remercie beaucoup, Catherine. C'était vraiment intéressant. Ben merci pour ton partage. Je pense qu'on va pouvoir en partager encore des anecdotes sur le choc culturel. On se fait une deuxième session. C'est très divertissant, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci à toi.